Parfait, excellent. Donc, c'est ainsi que va démarrer ce LFT de janvier 2025. On m'a demandé de vous rappeler des informations intéressantes. On est en live sur YouTube. D'ailleurs, le lien du live et les liens après coup, vous pouvez tout à fait les transmettre à vos amis, votre famille, si vous pensez que les LFT peuvent les intéresser. En premier, ce matin, on va écouter Thomas Ziliox. À la base, c'est un intégrateur web et il est daltonien, donc il n'a pas choisi la voie facile. Il est également passionné d'énigmes, de se creuser la tête, à tel point qu'il en a fait une partie de son activité. Et aujourd'hui, il vient nous expliquer comment on peut faire une bonne énigme. Applaudissez-le parce que c'est pas facile. Bonjour. Eh ben, bonjour. Et en effet, Sarah a tout dit. Je vais vous parler d'énigmes aujourd'hui et comment on fait une bonne énigme. Alors, vous allez me dire, normalement, vous n'avez pas forcément besoin au quotidien de faire des bonnes énigmes. Alors, dans quel cas ça va vous intéresser? Eh ben, moi, j'en ai quelques-unes en tête. Pour l'anniversaire d'un enfant, d'un petit-neveu, on va vouloir lui faire un petit jeu. Mais aussi les adultes, de plus en plus avec la mode des escape games. On arrive à faire des énigmes pour à peu près tous les anniversaires. Et puis, eh ben, on va finir à la fin de la présentation un petit zoom sur l'énigme dans le plan d'une formation, par exemple, une énigme pédagogique, puisque on va essayer de sortir un peu du quotidien, du cours. On va dire, allez, on va mettre un peu de rythme dans cette formation, on va mettre des petites énigmes. Et attention, parce que là-dessus, il y a des règles, il y a des erreurs à ne pas commettre, et je vais peut-être essayer de vous partager ce que j'ai appris, moi, en écrivant des énigmes depuis un petit moment. C'est bon? C'est tout clair? Et moi, c'est Thomas. Et vous me connaissez peut-être parce que je suis passé un petit moment à Bedrock. J'étais donc intégrateur CSS et je suis devenu ancien de Bedrock parce que justement, je voulais prendre du temps pour écrire des énigmes. D'ailleurs, je ne l'écris pas tout seul. J'écris mes énigmes avec ma chérie, Annabelle. Donc, on est deux. Comme ça, comme on écrit deux énigmes et qu'après, on dit que les deux viennent de nous, on a écrit 2 fois plus d'énigmes. Et on écrit ça depuis 2019. Après, j'ai eu un changement d'idée, donc je suis devenu ancien de Bedrock en revenant à Bedrock. Et puis, à force d'écrire des énigmes, finalement, on a décidé d'ouvrir un escape game avec ma chérie. Donc maintenant, je suis un ancien de Bedrock. Des énigmes, il y en a sous plein de formes. Et 2019, ça fait déjà plus de 5 ans, presque 6 même, qu'on en écrit. Donc on a essayé vraiment plein de formats. Je vous montre un peu les formats qu'on a vus ensemble avec ma chérie. Zuppel, c'est notre nom. Quand on écrit des énigmes, on signe Zuppel. On a commencé par créer des jeux de pistes. Donc ça, c'est vraiment 2019. On est devenu partenaire d'une association qui s'appelle le Red in Lyon, qui fait un jeu de piste par an dans Lyon, un jeu de piste épique qui dure de 10h à 18h globalement à votre rythme. Donc pour certaines équipes, c'est non-stop. Et puis on a créé du coup le pendant de ce Red in Lyon, mais à une consommation, un jeu à la demande sur son téléphone qui s'appelle Zuppel Go. Ensuite, on a essayé de faire des jeux en ligne. Donc si vous allez sur zuppel.fr, vous allez retrouver des énigmes qu'on publie, partage gratuitement tous les mois. On appelle ça les énigmes très amusantes parce qu'on les diffuse le 13 du mois. Et on a aussi un événement qui vient de passer, qui on fait une fois par an, qui s'appelle la Zuppel University, qui est du coup une journée d'énigmes, une fois par an, le dernier samedi de janvier. On a aussi fait pas mal de festivals. On a fait, je crois qu'on a fait 5 ans de Octogone, où en fait, pareil, on va créer des énigmes à consommer dans un salon, ou alors la Japan Touch. On fait aussi des jeux sur mesure. Donc, des jeux sur mesure, c'est des jeux sur demande d'un client particulier qui a besoin soit d'un escape game pédagogique, soit d'un jeu pour mettre en avant le patrimoine. Donc, par exemple, on a pu faire des jeux pour les médiathèques de Lyon, pour les nuits de la lecture. Mais depuis maintenant quelques mois, on a un jeu permanent dans les musées Gadagne. Et ce jeu, il est là pour mettre en avant du coup le patrimoine, donc pas ce qui est exposé, mais le bâtiment, et se servir du bâtiment comme miroir de l'histoire de Lyon et des Lyonnais. On fait aussi un podcast qui s'appelle Eurecast. Donc, une fois par mois, on publie un petit podcast on co-anime avec un créateur de jeux de pistes et d'énigmes en ligne qui est de Paris, qui s'appelle Johan, de Un Trésor à Paris.
Et encore une fois, c'est un nouveau format puisque on va exploiter que de l'oral, aucun support visuel. Et enfin, depuis fin novembre, on a ouvert notre propre escape game, un vrai escape game avec des murs, une vitrine, une réservation en ligne, tout ça. Et ça s'appelle Bon Vent ma Mirelette et c'est à Oulin, c'est juste à côté du métro B, Oulin Centre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que à chaque fois, on va avoir une consommation, un jeu qui est différent entre le moment où on réserve, on vient en équipe, on a un temps réservé, ok, je rentre dans la salle d'escape, j'ai 2 heures où vous pouvez jouer avec moi tranquillement, j'aurai qu'une chose à penser, c'est jouer. Et quand on va avoir un podcast où les personnes ils vont plier leur linge en même temps, ou alors on va avoir tout ce qui va être jeu en ligne. Jeu en ligne, les gens ils y vont tout seuls, ils sont pas sûrs de rester, ils regardent un peu, ils s'arrêtent, ils abandonnent. Et en fait, on va pas avoir le même niveau d'intention et pas le même niveau d'implication. Et donc, à chaque fois, on va devoir s'adapter au niveau d'engagement que peut avoir la personne qui est en face de nous. Ça, c'est une première règle. C'est-à-dire que si vous faites une ligne très compliquée à quelqu'un qui n'est pas sûr de vouloir jouer, globalement, il va abandonner très vite. Donc, il va falloir être respectueux du temps et de l'énergie du joueur et déjà estimer est-ce que la personne va être apte à persévérer dans votre énigme. Et donc, on va voir qu'est-ce qu'une bonne énigme, puisque là, en passant, je n'avais pas parlé de qu'est-ce qu'est la bonne énigme. Et d'ailleurs, je vais commencer par définir le contraire d'une bonne énigme, parce qu'il y a plein de façons de faire une mauvaise énigme. Mais déjà, c'est quoi une énigme? Eh ben, on va essayer de voir ce qui n'est pas une énigme. Ça, c'est pas évident, puisque quand on pense à énigme, on pense à ces choses-là. Alors j'espère qu'il y en a quelques-unes qui vous parlent dans ces photos. Par exemple, les 9 points. Vous avez peut-être tous fait les 9 points. Eh ben, on va vous demander de relier tous les points en 4 traits. Voilà, c'est une énigme parce qu'en fait, on va galérer à trouver la solution. Pareil, le poisson. On va essayer de déplacer que 3 allumettes et faire que le poisson nage dans l'autre sens, ainsi de suite. Du coup, tout ça, c'est des sortes de puzzles sur lesquels on va galérer, réfléchir. On peut passer globalement entre 0 minutes parce qu'on l'a déjà vu et une infinité de temps parce qu'on ne trouvera jamais la réponse. Et ceci n'est pas une énigme, désolé, c'est un casse-tête. C'est une catégorie de jeu de réflexion, mais dans ma vision, alors c'est peut-être subjectif, parce que c'est comme ça que je le vois, dans ma vision, ce n'est pas une énigme, ça ne rentre pas dans le cadre de ce que j'écris comme énigme, puisque même s'il y a une astuce à trouver, même si on va pouvoir réfléchir dessus, on n'est jamais sûr de pouvoir arriver au bout. Ça peut être que frustration. Et en fait, souvent, les casse-têtes sont plus là pour mettre en avant l'auteur, en disant « Regarde ce que j'ai inventé, c'est génial », que d'être trouvé. C'est-à-dire qu'à un moment, on abandonne, on dit « Vas-y, montre-moi ». Et puis l'auteur nous montre, enfin, la personne qui connaît en face nous montre, on dit « Ah, c'était génial ». Et puis maintenant, on connaît l'astuce, donc on peut essayer de piéger son petit copain jusqu'à ce qu'il nous demande la réponse, et ainsi de suite. Donc en fait, c'est un jeu d'initié, on va dire. Donc voilà, si on fait une petite fiche d'identité du casse-tête, il a un objectif, ça c'est clair. On va essayer de défaire les anneaux, par exemple. On va essayer de se défaire quand on est attaché à la personne qui est en face de nous. Et à peu près tout est autorisé. On va plutôt chercher le out of the box, c'est-à-dire qu'on va essayer de chercher à ce que la personne en face défie les règles, pense à une astuce qui n'était vraiment pas indiquée ou même presque sous-entendu qu'il ne fallait pas le faire pour essayer de trouver la solution au casse-tête. Il y a une astuce à trouver, mais comme quand on a trouvé l'astuce, en fait, ça devient plus très intéressant de rejouer. Donc, le temps de jeu, d'instantané à impossible, c'est le problème qui fait que ce ne soit pas une ligne, c'est que c'est potentiellement impossible, mais on va tester, en fait, la personne en face de nous va tester sa créativité. Elle va être dans « je cherche des solutions out of the box ». Inversement, l'opposé du casse-tête, c'est le jeu de logique. Le jeu de logique, c'est pareil, quand on voit des petits albums qu'on achète en cadeau en secret de Santa pour le décembre, et souvent on achète un magazine d'énigmes, en fait on va trouver des jeux de logique dedans ou des casse-têtes. Voilà, on est entre les deux. Le Sudoku, c'est un jeu de logique, c'est-à-dire en fait il y a des règles, une liste de contraintes, il faut trouver la solution qui vient respecter une liste de contraintes. C'est pareil pour le Mastermind, c'est une liste de contraintes. On va essayer de trouver la solution de couleur qui respecte toutes les contraintes. Et ça, du coup, ça a vraiment une autre propriété qu'un casse-tête, parce qu'on sait qu'on va arriver au bout.
à bout d'un moment, on cherche le nombre de possibilités, on va réussir à faire un sudoku. Au pire, on doit devoir recommencer parce qu'on fait des erreurs, mais on n'est pas dépourvu en mode j'ai aucune idée de ce que je dois faire. On sait ce qu'on doit faire. Il y a un autre truc, c'est que c'est rigolo d'en refaire. Si vous avez un sudoku tous les jours, vous n'êtes pas lassé de faire des sudoku. Enfin, ça dépend des personnes, mais il y en a qui arrivent à faire des sudoku tous les jours et à ne pas s'ennuyer, alors que le casse-tête, une fois que vous avez la solution, c'est pas hyper amusant de faire le même tous les jours. Donc, il n'y a pas vraiment d'astuce. A priori, dans un jeu de logique, on est plutôt là pour avoir des règles et respecter les règles. On peut rejouer, on va finir par y arriver. Donc, c'est plutôt un savoir-faire qu'on va tester avec un jeu de logique plutôt qu'une créativité. J'ai essayé de vous tester un petit peu une devinette. Je vous dis une devinette, par exemple, comment on appelle la moitié d'une baguette. Voilà, qui est une solution ou qui n'a pas de solution, c'est une devinette. Qui d'entre vous pense que c'est un casse-tête? Levez la main. Et qui pense que c'est un jeu de logique? En effet, du coup, toute la salle a levé la main sur casse-tête, puisque c'est exactement ce cas-là. Hein. Une fois qu'on a l'astuce, c'est pas drôle d'avoir la même devinette. Cette devinette, on peut ne jamais trouver la solution. Et souvent, le plus drôle, c'est de demander à la personne qui t'a demandé la devinette, c'est quoi la solution? Il te l'explique, et puis c'était rigolo de connaître la solution. Un labyrinthe. Qui pense qu'un labyrinthe, c'est un casse-tête? En levant la main. Et qui pense que c'est un jeu de logique? En levant la main. Voilà, on a une liste de possibilités finie. On sait qu'on va finir par trouver la solution du labyrinthe. C'est pas vraiment, on va dire, démoralisant. On a un côté où ça peut être très très long, mais voilà, on sait qu'on va y arriver, on va exercer. Il n'y a pas d'astuce, c'est un jeu de logique. Et comme je vais vous dire plus tard, il ne faut jamais faire de piège dans les présentations. Ça, je vous dis que c'est un piège, comme ça, il n'y a pas de piège. Et je respecte ma présentation. Pour vous, est-ce qu'un Rubik's Cube est un casse-tête en levant la main? Et est-ce que c'est un jeu de logique en levant la main? Et du coup, ça te fait un gros moite-moite. Et moi, je suis plutôt d'accord pour les deux. Puisque si vous ne connaissez pas les astuces du Rubik's Cube, c'est assez peu probable que vous arriviez à résoudre un Rubik's Cube sans avoir ouvert un bouquin ou demander à un copain de vous expliquer comment ça fonctionne. Donc on est dans le casse-tête, ça va être rigolo hein, à un moment de tourner les faces, mais pas infiniment. Par contre, une fois que vous connaissez l'astuce, que vous êtes rentré dans le club des initiés, c'est un savoir-faire, on n'est plus dans la créativité. On va dire, on va respecter les routines, on va faire les algorithmes pour faire les faces, donc on va tomber dans le jeu de logique, puisqu'il n'y aura plus l'astuce, on va essayer d'appliquer. Une autre catégorie de jeux qu'on peut trouver dans des boîtes ou dans des coffrets qu'on offre au Secret Santa et qui ne sont pas vraiment des énigmes, même s'il y a écrit énigme dessus, c'est les quiz. Les quiz, c'est encore un autre type différent puisque on va poser des questions, il faut connaître la réponse ou pas connaître la réponse. Donc on n'est pas vraiment dans l'astuce, ça peut être infini. Hein, si je vous demande combien de rois ont porté le prénom Louis, il y a un nombre fini de réponses, mais c'est pas très drôle d'arriver à la réponse. Soit vous la connaissez et vous dites oui, c'est ça parce que je sais que le dernier Louis c'est Louis XX, ou alors vous le savez pas et puis vous dites peut-être 17. Donc le quiz, c'est des règles très explicites, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de ruse, pas d'astuce. Il y a peu d'intérêt à rejouer. Hein, si je repose la même question une deuxième fois, a priori, c'est pas plus drôle la deuxième fois. Et puis, ça peut être impossible. Donc là, on va tester les connaissances. Donc, une énigme. On a vu ce qui n'était pas une énigme, mais qu'est-ce qui est une énigme? C'est un savant mélange de tout ça. On va prendre le côté jeu de logique pour dire, OK, en fait, quand on fait une énigme, on veut que la personne en face de nous, elle y arrive. On veut qu'elle résolve l'énigme. Comme un jeu de logique, quelqu'un qui fait un sudoku, on veut qu'elle finisse le sudoku, on ne veut pas qu'elle s'arrête au milieu en disant « je ne sais plus ». Et en même temps, comme un casse-tête, on veut qu'il y ait une astuce, un petit truc, une petite finesse, où en fait la personne elle se dit « ah oui, mais c'était ça, il faut que je pense out of the box, il faut que j'aille trouver un truc en dehors du cadre ». Donc on va mélanger un peu de créativité, mais avec l'assurance que les personnes arrivent au bout du jeu. Et par rapport au quiz, on va faire attention à toutes les connaissances, parce que si on exploite des connaissances, potentiellement, on va rendre le jeu impossible. Donc pour la fiche d'identité, voilà, des règles à comprendre. On va mettre des règles qui vont sûrement être une liste de contraintes, comme pour les jeux de logique.
mais il y a une ruse à trouver, comme les casse-têtes, avec un peu d'intérêt à la rejouabilité, puisqu'une fois qu'on a eu l'astuce, c'est pas très drôle de la refaire. Mais par contre, eh ben, on va finir par y arriver, comme les jeux de logique. Oui, JDL, c'est pas Jardin du Loup, hein, pour information. Et je vais vous donner des exemples de différences entre énigmes et casse-tête avec des exemples concrets. Par exemple, ça, c'est des points avec des numéros à côté des points. Et si c'est un casse-tête, il y a écrit bonne chance au-dessus de la feuille. J'en fais des comme ça, hein, c'est très drôle. Ça ressemble à des points reliés. Mais si on relie les points, ça donne rien. Voilà. Si on est persévérant et qu'on est dans le mode casse-tête, je vais jusqu'au bout, on peut voir qu'il y a des trous quand même. On peut voir qu'après 17, c'est 19. Après 19, ça doit être 23. Bon, il y a quand même des indices qui vont pouvoir nous aider à aller jusqu'au bout, mais les indices sont maigres. Si on veut faire une énigme, on va mettre un contenu en avant, une consigne qui va être écrit relier les premiers points. Bon, si je relis 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça ne fait toujours rien. Mais j'ai une consigne. Donc, si je sais que c'est une énigme, si j'ai confiance en l'auteur, ça c'est un élément important, on va mettre plus d'engagement envers une énigme dont on a confiance, dont on a donné notre confiance à l'auteur. Et on va essayer au moins de relire cette phrase jusqu'à avoir de nouvelles idées. Donc là, on a une idée, on n'a pas d'idée. C'est un point, mais au moins on a une consigne à exploiter pour essayer de nous décourager. Et si c'était un jeu de logique, on aura une consigne très claire, relier les nombres premiers. Donc là, on va relier les nombres premiers. On va avoir une exploitation. Je vais peut-être devoir rechercher les nombres premiers de tête ou sur Internet pour pouvoir faire l'exercice. Mais là, je sais que je vais aller au bout. D'ailleurs, ça, c'est une énigme que j'ai honteusement volée à Johan, qui est le co-animateur du podcast. Et si vous le faites, vous allez pouvoir dessiner deux lettres au hasard. Donc voilà, le point le plus important, c'est qu'une énigme a pour but d'être résolue. Donc on va donner assez d'informations pour que les personnes aient quelque chose à manger, en fait, quelque chose sur lequel elles puissent dire « Ok, je ne sais pas quoi faire, je vais relire la consigne, je sais que dans la consigne, il y a des éléments pour résoudre mon énigme. » Un autre exemple, voilà, c'est un exemple d'énigme qui n'est pas passé en bêta-test. Si c'était un casse-tête, j'aurais mis Terre, héros, que manque-t-il? Voilà. Je ne sais pas si ça vous inspire beaucoup. Normalement, c'est quand même assez faible en termes d'information. Donc, on va la transformer en énigme. Comment on transforme une bonne idée, une bonne astuce en énigme? On va du coup donner de l'aide. Ces aides, j'en ai listé trois parmi plein. On peut aider sur la méthode. Comment résoudre ce casse-tête, cette énigme? On va dire écoutez bien. Voilà. Ça, c'est une indication. On aurait pu mettre des guillemets autour de terre héros pour dire ok, ça c'est du son. On peut le dire clairement. Voilà la méthode. Écoutez bien. Quand la personne ne saura pas quoi faire, elle va relire la consigne, elle va dire ah c'est sûrement un jeu de mots, quelque chose à prononcer à voix haute. On va aussi aider sur la réalisation. C'est pas parce que on sait quoi faire qu'on sait comment arriver au bout. Donc on va dire écoutez bien et vous en trouverez 3. La 4e sera la réponse. Donc maintenant je sais que je dois dire terre héros à voix haute et puis je dois réussir à découper terre héros en 3 pour trouver que la 4e sera la réponse. Et enfin, je peux donner des éléments de confirmation. Les éléments de confirmation, c'est on dire quand j'ai la réponse, je me dis ah oui, ça c'est pertinent. Tant que je n'ai pas la réponse, c'est pas exploitable. Mais des fois, d'autres personnes réfléchissent différemment et vont utiliser l'élément de confirmation comme point de départ. Donc, mon cher Watson, écoutez bien et vous en trouvez 3. La 4e sera la réponse. Donc, je dois dire terre, R, O en 3 parties pour que quelque chose se déclenche dans mon cerveau. Et puis, ma réponse sera la 4e. On pourrait aussi donner le nombre de lettres de la réponse avec des traits. Mon cher Watson, on peut se dire que c'est normal qu'une lettre commence par mon cher Watson, mais il y a 3 petits points devant, donc c'est élémentaire, mon cher Watson, si on complète cette phrase. Et en fait, on voit que terre, R, O, c'est 3 éléments. Et du coup, la réponse, c'est le 4e, celui qui manque. Donc là, je vous ai réfléchi à votre place, hein, vous n'avez pas eu de temps pour réfléchir pour moi. Mais l'idée, c'est ça. C'est qu'en fait, on part d'une astuce et puis on va du coup donner à manger aux joueurs pour que
une fois bloqué, ils puissent relire la consigne et trouver de nouvelles informations. Et c'est ce qui est important, en fait, par rapport au casse-tête, l'auteur, il est du côté du joueur. Si le joueur ne réussit pas une énigme, eh ben, l'auteur a perdu. C'est un jeu coopératif, une énigme. C'est vraiment se dire, on est dans la même team, j'ai écrit une énigme, tu vas la résoudre et je vais tout te donner pour que tu la résolves. On n'est jamais trop gentil quand on écrit une énigme. Et pour ça, un des outils, c'est de se mettre à la place du joueur et des joueuses, de dire, OK, qu'est-ce qu'ils vont penser en premier quand ils vont lire mon énigme? Quelles sont les fausses pistes auxquelles ils vont affronter, en fait, quand ils vont faire mon énigme? Et tout ça, c'est simplement de l'empathie. En fait, on va essayer de travailler comme si on était le joueur, la joueuse, pour imaginer ce qu'il va ressentir quand il va faire notre énigme. Et il peut ressentir vraiment des choses mauvaises quand il fait une énigme. C'est pas forcément le plus beau. On a tous écrit une énigme qui font ressentir que les joueurs se sentent pas bien. Voilà, on une citation anonyme, mais de tout le monde. Je me sens nul. Je me sens nul. C'est ce qu'on ressent quand on réussit pas une énigme. C'est pas drôle. Voilà. Donc en tant qu'auteur, on a une responsabilité en fait, donner les éléments pour que les gens se sentent pas nuls. Et aussi, donner un cadre où si tu ne réussis pas l'énigme, c'est pas grave aussi, ça c'est important, parce que on a un gros problème en tant qu'organisateur d'énigmes, c'est que dans la tête des gens, très vite, quand on résout une énigme, c'est un test de QI. Et alors que, en fait, pas du tout, hein. Les énigmes, comme après tous les domaines, il y a une question de code, il y a des questions d'habitude. Quelqu'un qui a joué sans escape game, il y a de grandes chances qu'il réussisse sa 101e escape game parce qu'il il a l'habitude de voir certains mécanismes, certaines choses qu'on a le droit de faire, certaines choses qu'on n'a pas le droit de faire. Et une énigme, c'est pareil, hein. Plus on a l'habitude d'en faire, et plus c'est facile. Et donc, ce n'est pas du tout un test de QI, c'est un test d'habitude, de savoir-faire, de créativité peut-être, mais pas du tout d'intelligence, surtout qu'on n'a pas du tout la même façon de réfléchir tous. Donc, c'est pas parce qu'on a l'habitude non plus qu'on va tous les réussir. Il y a des fois, on a des façons de penser qui nous sont pas habituelles. Donc, il faut réussir à dire, si je réussis pas une énigme, c'est pas grave. J'ai pas la même façon de penser que son auteur, ou peut-être que j'ai pas assez persévéré, pas assez vu les signes. Alors, quelques conseils en vrac. Je les donne tous, mais à un moment, il faut aussi connaître les règles pour mieux les transgresser. Donc, moi, personnellement, c'est des règles que je note pour savoir quand je les transgresse. Et globalement, je les transgresse très souvent. Donc, première chose, c'est de faire attention au bruit. Voilà. Il y a des chasses-trésors, c'est des livres complets, hein. Dedans, il y a des énigmes, mais c'est des livres complets de textes, d'histoires, d'aventures. Et du coup, tout peut être énigme, rien n'est énigme. On ne sait plus, il y a des mots bizarres, on va s'attacher dessus. En fait, c'était pas ça. Donc attention au bruit, parce qu'en fait, les joueurs ont passé beaucoup de temps sur des trucs qui leur paraissent bizarres. Si c'est pas fait exprès, c'est un peu dommage. Donc, plus on va enlever les choses inutiles, et plus les joueurs vont se concentrer sur le but du jeu. On va faire très attention aux références culturelles également. Il y a des choses, on se dit, ah, ça tout le monde connaît, c'est bon, je vais pouvoir faire une blague sur Astérix et Obélix, il n'y a pas de bonne et de mauvaise situation, tout le monde l'a. Mais la personne qui ne l'a pas, en fait, elle n'a pas le début de l'énigme. Elle ne peut pas faire l'énigme. Ça devient directement impossible. On repasse dans le mode quiz. Si vous n'avez pas la connaissance, il ne se passe plus rien. Les éléments cachés, c'est important d'avoir des éléments cachés des fois dans des énigmes en disant ah là ils vont devoir fouiller, ils vont devoir observer. L'observation, c'est un truc intéressant dans une énigme. Mais attention, parce que si je ne sais pas qu'il me manque quelque chose, je vais réfléchir avec des éléments manquants et en fait c'est frustrant. Donc si vous décidez de cacher quelque chose, ce qui n'est pas toujours obligé, pensez à donner une indication que y a quelque chose caché quelque part pour que les personnes au moins cherchent. Et enfin, des choses assez bêtes, mais des questions de vocabulaire. Des fois, vous connaissez le mot juste et vous voulez utiliser le mot juste, mais en fait, si ce mot n'est pas compris correctement par les personnes qui vont jouer, vous allez les perdre. Je sais qu'en tant que développeur, j'ai déjà utilisé le mot occurrence dans des énigmes qui me paraissent le mot le plus pertinent pour compter le nombre de fois qu'il apparaît à quelque chose. Et en fait, j'ai perdu, je crois, un quart de joueurs parce que occurrence, c'est pas un mot que les personnes normales utilisent dans le quotidien. Donc,
Voilà, faire attention au vocabulaire, essayer de vous dire, en fait, si je peux le dire avec des mots simples, on utilise des mots simples. Et globalement, vos joueurs, ils vont avoir un moment de joie, un seul moment de joie dans cette difficulté, c'est le moment où ils trouvent la réponse. Et il va falloir respecter ce moment de joie en leur proposant une seule réponse possible. Voilà, moi, j'ai fait une énigme, par exemple, où j'ai transgressé complètement cette règle en connaissance de cause, où la question, c'est qu'a-t-il fait pour arriver ici? Voilà, qu'a-t-il fait pour arriver ici? En fait, le champ des possibles est énorme. C'est énorme. Une fois qu'on a trouvé l'énigme, on sait ce qu'il a fait, mais comment je le réponds? Donc en fait, je vais mettre le joueur dans une certaine incertitude sur est-ce que je dois mettre le verbe conjugué, est-ce que je dois mettre le verbe à l'infinitif, est-ce que je dois il y a plein de synonymes pour dire cette chose-là, est-ce que je mets le sujet dessus? Donc il a pris le train, il a voyagé, il s'est déplacé, on peut imaginer plein de choses. Du coup, cet inconfort va lui enlever du plaisir du j'ai trouvé. Et pareil, globalement, il faut une réponse satisfaisante. Un truc qu'on ne peut pas avoir, c'est avec les codes. Quand vous faites une énigme qui finit par 782, il a trouvé 782, il va rentrer, ça va voir le cadenas, il va dire ah. Alors que si vous dites, par exemple, vous allez décoder le nom d'un artiste, quand le nom de l'artiste va se former devant les yeux, il va dire waouh, c'est bon, je l'ai trouvé, je l'ai. Et même avant de faire l'action finale, c'est-à-dire ouvrir le cadenas peut-être, il va déjà être heureux, il va même profiter de ce moment encore plus longtemps. Donc vous pouvez même profiter de faire deviner un mot et puis transformer ce mot en chiffre pour ouvrir le cadenas, puisqu'il saura qu'il a trouvé et puis il sera dans ce moment de plaisir un peu plus longtemps. Globalement, faire attention si vous faites des validations automatiques ou même à l'oral, essayez d'être le plus gentil possible. Il peut se passer plein de choses sur lesquelles vous dites non, c'est pas comme ça que j'avais prévu, c'était pas ça ma réponse. Et en fait, vous êtes là pour valider une énigme, donc une manière de penser, une manière de réfléchir, une astuce à trouver. S'ils ont trouvé l'astuce, essayez d'être gentil avec le joueur, même si c'est pas exactement ce que vous vouliez. Moi, j'avais fait une énigme où la réponse était 3 cuillères. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas mis le S à cuillère. Est-ce que j'accepte ou est-ce que j'accepte pas? En fait, du coup, j'ai dû changer au milieu de ma journée en disant vas-y, j'accepte en S parce que c'était tristoun de leur dire non, alors qu'en fait, ils ont fait l'énigme jusqu'au bout. Pareil, cuillère, en fait, il y a plein de gens qui ne savent pas l'écrire. Ou alors, avec l'excitation d'avoir trouvé la réponse, ils se précipitent. Mais est-ce que j'accepte les fautes d'orthographe ou pas? Est-ce que les formes, est-ce que c'est 3 cuillères? Bon, non, ils n'avaient pas prévu, il faut que j'ajoute le c'est. Il y a aussi toutes les alternatives qui montrent qu'ils ont compris l'énigme, mais qui ne répondent pas à ce que tu avais prévu. Cuillère, en français, c'est accepté, que ça s'écrive sans l'accent et sans le E à la fin. C'est une autre forme d'écriture. Bon, je l'accepte aussi, mais est-ce que s'il me dit un couvert, parce que lui, il s'est dit, il faut voir un peu plus loin, est-ce que je refuse ou pas? Et globalement, si vous êtes là à animer ou vous validez les réponses, essayez d'encourager au maximum. Essayez rarement de dire non à un joueur qui fait la démarche parce que vous allez le renvoyer sur le je suis nul. S'il valide des étapes, confirmez-lui qu'ils ont fait une bonne étape. S'il a des bonnes idées, dites-lui que c'est des bonnes idées. Voilà, Et si sur une fausse piste qui est finalement, vous dites ouais, ça c'est pas très cohérent et tout, mais en fait dans sa tête ça est cohérent. Donc déjà on va pas lui dire moi je trouve ça pas terrible. On va essayer de se mettre à sa place et dire ok, il a pensé à ça parce qu'il a pensé à ça, peut-être parce qu'il n'a pas vu cet élément-là. Je vais essayer de le rediriger. Et une dernière partie, j'ai fait un focus sur les énigmes qu'on utilise pour animer une formation, tout ce qui est énigmes pédagogiques. On va se dire, ok, j'ai une journée de formation, je vais animer ma journée de formation en mettant des énigmes au milieu. Ou alors, je vais faire des devoirs supplémentaires à mon fils et je vais lui donner des énigmes en plus pour qu'il révise. Voilà, c'est un bon outil, l'énigme, puisque ça place la personne en face de nous en position active. Donc, au lieu de écouter le cours, il va être actif, il va se poser des questions, il va faire. Nous, on utilisait, je vous ai dit, les premiers énigmes qu'on a faites, c'était des jeux de pistes. Pareil, c'est très bien pour les jeux de pistes, les énigmes, parce que ça va mettre en position active. On va regarder le décor urbain, on va regarder les monuments, on va découvrir des monuments qui sont autour de nous qu'on avait déjà vus, mais cette fois-ci, on est actif. Je pense, moi, j'ai eu beaucoup de retours, par exemple, sur les énigmes qu'on a fait sur Saint-Paul, parce qu'en fait, nous, on fait des énigmes sur la fontaine qui est en face de Saint-Paul, mais les gens vont regarder Saint-Paul en cherchant plein de choses, et en fait, c'est très, très riche
Donc, plusieurs fois, on m'a dit, j'ai découvert cette statue-là, ce truc-là ici, alors que c'est pas ce que je voulais montrer, mais voilà, on avait changé la position du joueur. Il était actif, il cherchait des choses. Donc, c'est très bien. Faites des énigmes pour changer la position, la posture des personnes avec qui vous parlez, pour que les gens se posent des questions et fassent. Mais voilà, même si c'est un très bon outil pédagogique, on va faire attention à ne pas mettre la personne qui joue en malaise. C'est-à-dire que si vous lui avez donné un cours, il va falloir respecter ce cours. Et c'est très difficile parce que quand on est expert, nous, on a envie de montrer tous les cas à la marge. On a envie de dire, ah, mais il n'a pas pensé à ça, il n'a pas pensé à ça, je vais lui montrer. Alors que l'énigme, ce n'est pas le meilleur moyen pour faire le cours. C'est le meilleur moyen pour réviser et pour appliquer. Je vais vous donner des exemples avec du français. Comme ça, normalement, vous êtes tous experts. Et imaginez mon fils de 8 ans qui n'est pas l'expert, qui on va donner cette énigme-là. Et là, vous allez dire, ouais, moi j'aurais peut-être fait ça ou pas, hein, si vous êtes gentil. Et en fait, c'est pas le bon, puisque si votre cours dit un pharaon regarde et des pharaons regardent. Donc là, on va apprendre l'accord, le pluriel. S'il y a plusieurs pharaons, je mets un S à pharaon. Et si plusieurs pharaons font une action, je mets ENT au verbe. Ça, c'est le cours. Tout va bien. Et là, on fait une énigme. On va dire, ah, ça va être trop drôle. Un des pharaons regarde. Est-ce que photographiquement, il faut mettre ENT pour faire comme dans le cours? Ou est-ce qu'il y a un piège? Ça, c'est pas drôle, en fait. Parce que tous les enfants vont prendre la deuxième. Ils vont dire, un des pharaons regarde, ENT. Logique. Parce qu'ils l'ont vu, des pharaons regardent. Donc ça, c'est très malin. C'est peut-être à apprendre, mais ce n'est pas le moment de l'énigme pour aller les piéger. On peut faire pareil avec un lac bleu, mais une terre bleue. Oui, on accorde, on va mettre le E parce que c'est féminin. Donc un verre de terre bleue aussi ou pas? Moi, ça m'amuse, mais un enfant ne pourra pas avoir le déclic pour dire « Ok, en fait, c'est le verre qu'il faut accorder ». Et en fait, vous êtes dans la même situation quand vous connaissez très bien une technologie ou n'importe quoi que vous l'enseignez. Et en fait, vous allez tout de suite penser dans la tête au cas à la marge, mais c'est le moment du cours où vous serez le plus apte à décrire les cas à la marge, pas le moment de l'application. Il y a encore pire que les petites feintes. On peut dire un lac bleu, une terre bleue, et profiter de l'énigme pour montrer les cas que, en fait, en français, on dit que si un adjectif de couleur est tiré d'un fruit, alors il est invariable. Donc on dit des yeux marrons sans S. Tout le monde le savait, bien sûr. Donc oui, on peut piéger les gens, mais ce n'est pas le but. Alors comment on fait une énigme si on n'a pas le droit de les maltraiter? Voilà, ça c'est une bonne question. En fait, on va plutôt profiter de faire une énigme et le mettre en position active, mais le faire répéter. Voilà, faire répéter le cours. Par contre, on va pouvoir jouer sur l'avant ou après la répétition. Avant la répétition, par exemple, on a une consigne qui veut dire quoi faire. Et là, on va peut-être transformer la consigne, la coder, la faire déchiffrer dans un labyrinthe. Hop, ils font le labyrinthe pour trouver la consigne, ils font la consigne. Par exemple, vous pouvez écrire simplement la consigne de droite à gauche pour un enfant. Le temps qu'il pense, il va y penser. On peut mettre la majuscule à la fin, le point au début pour mettre des indices. Et il aura la consigne, il n'y aura que à appliquer, mais il applique le cours pour répéter et être dans un contexte de confort. Ou on peut faire l'inverse, ajouter une étape après la réalisation. C'est ce qui se passe dans les mots croisés. Quand vous faites des mots croisés, par exemple, le fait de remplir la grille n'est pas le plus intéressant. Après, on va piocher des lettres pour former le mot-réponse. On peut faire ça, on peut imaginer plein de choses après, voir les petites astuces. Mais du coup, voilà, il faut quand même avoir le temps où on répète le cours un peu automatiquement. Et puis aussi, on va essayer d'accepter que les gens en face de nous pensent différemment. Nous, on a fait une énigme et c'était très bien, sauf que nous, on a un cadre très clair de ce qu'on veut faire. Et la personne en face de nous, elle va penser différemment, elle va être dans une autre optique. Donc, si je fais une dictée, un des pharaons morts regarde, toutes ces écritures sont en fait techniquement correctes. Donc, voilà, il faut rester ouvert d'esprit et pas dire non, c'est faux parce que c'est pas ce que j'avais prévu. Voilà. Et le plus important, si vous écrivez des énigmes, le plus important de tout, là où on peut commencer, puisque ça apprend tout le reste,
c'est que comme en code, voilà, quand vous faites une énigme, vous allez être soumis à des humains différents qui vont réfléchir en face de vous. Donc, tester vos énigmes, c'est le meilleur moyen d'apprendre et de l'adapter au plus grand nombre. Et ben voilà, j'ai dit tout ce que je voulais dire. Je vous remercie. Si vous avez des questions, on a un petit peu de temps. Ou pas. Si vous voulez faire des énigmes qui sont disponibles sur notre site internet, zopel.fr, vous trouverez la plupart des énigmes respectent ou respectent. À vous de choisir si vous mettez ENT ou pas, parce que c'est plusieurs énigmes, mais c'est la plupart. Pas toutes ces règles. Et sinon, on vous accueille tout le temps chez Mamie Arlette. Et si vous voulez que ce soit moi qui anime la partie, visez plutôt les soirs de semaine et le samedi après-midi soir. Voilà. Alors, on a déjà une question qui nous vient de YouTube. Serez-vous présent au festival Yggdrasil, qui est semaine pro, je crois? Non, on ne sera pas présent au festival Yggdrasil. Je crois qu'ils avaient fait un thème escape game l'année dernière, mais ils n'avaient pas invité des escape games. Alors, est-ce que dans la salle, on a des gens qui ont des questions? Non. Alors, en attendant, j'ai une seconde question qui vient de YouTube, qui est connais-tu les ARG, Alternate Reality Games, ou les jeux en réalité alternée en français? Petit 1, et si oui, est-ce que Zopel compte en faire? Alors, je connais un tout petit peu, et on ne compte pas en faire, non, parce que c'est plutôt un gros défi technique, et ça ne marche pas toujours. Voilà. On a par exemple le cas d'Unlock, qui est du coup des jeux de société, mais qui fait régulièrement des petites astuces avec le téléphone. Et globalement, quand on parle avec eux, ils ont des stats d'usage de même s'il faut souffler ou filmer une carte ou choses comme ça, qui sont pas ouf. C'est-à-dire qu'en fait, ça va marcher la plupart du temps pour la plupart des gens, mais pour ceux que ça marche pas, en fait, il y a plus d'énigmes, quoi. Donc c'est pas ouf en termes de ressenti client. Donc à chaque fois, c'est risqué quand on fait ce genre de choses de dire ok, je vais filmer Saint-Paul et du coup j'ai un dragon qui va venir qui va me donner mon indice sur Saint-Paul. Génial. Mais si ça marche pas une fois sur 100, il y a une fois sur 100 où la personne elle va pas avoir le jeu en fait. Donc on n'est pas trop team réalité augmentée. Nous on est plutôt texte, son, vidéo, ce qui est sûr pour que les gens aient au moins l'énoncé de l'énigme. Mais voilà, c'est quand même des trucs hyper intéressants à faire. Je trouve que ça ouvre les possibilités. Mais mon problème, c'est vraiment être sûr que ça marche pour tout le monde tout le temps. Et ça, c'est pas sûr. En dehors du coup aussi de faire, c'est d'être assez un coup important de réaliser.